C'est un projet visant à développer un nouveau procédé permettant de valoriser de la chaleur fatale en électricité. Alors donc chaleur fatale, c'est toute la chaleur en fait basse température qu'on ne sait pas valoriser sous forme utile. Hein. Donc la forme utile, c'est soit sous forme mécanique, soit sous forme électrique, hein, par exemple. Et ce avec un rendement économique intéressant. Alors, je vais vous présenter déjà la technologie en quelques mots. Donc, on ne va pas aller dans les détails. Donc, vous pourrez me poser des questions par la suite. Sinon, ça prendrait beaucoup plus qu'une demi-heure. Je vais dire un petit peu quelques mots sur les marchés. Donc, les marchés sont très vastes. En réalité, il faut voir quels sont les marchés les plus pertinents pour ce type de nouveaux développements technologiques. Je dirais quelques mots sur le positionnement de cette technologie par rapport à d'autres technologies concurrentes, comme les cycles de Rankine organique ou la thermoélectricité, par exemple. Voilà, et ensuite, je dirais un petit peu où est-ce qu'on en est et ce qu'on projette de faire. Donc, tout d'abord, je vous expliquerai en quelques mots les résultats d'un projet ANR qui s'est déroulé entre 2011 et qui s'est terminé et 2013, qui s'est terminé début de cette année. Ensuite, je vous dirai un petit peu ce qu'on veut faire dans la deuxième phase du projet, qui sera portée par une start-up du nom de Ferroénergie également. Et enfin, quelle est la façon qu'on envisage pour gagner de l'argent à partir de ça. Voilà. Alors, donc, pour faire simple, le procédé, c'est une espèce de boîte. Hein. Donc, voilà. Ça ressemble à un échangeur à 3 fluides. Dans cet échangeur, on va faire circuler une source chaude. Donc, le plus simple, c'est de l'eau chaude. Hein. Voilà. On va faire circuler une source froide. Le plus simple, c'est de l'eau froide. Voilà. Et on a un troisième fluide, qui est une suspension colloïdale, donc j'expliquerai un petit peu ce que c'est par la suite, qui, elle, va tourner en rond à l'intérieur de l'échangeur. Voilà. Bon, c'est un échangeur d'un type un peu particulier, hein, mais je vous dirai ça par la suite. Et au final, on va récolter en fait, des électrons, une somme de petits courants que ensuite on va pouvoir sommer pour en faire de l'électricité utile, soit sous forme continue, soit sous forme de courant alternatif. Alors la technologie, alors là je vais être vraiment très donc le principe physique, je vais être très sommaire. Donc tout ça, ça repose sur la ferroélectricité. Alors la ferroélectricité, c'est l'équivalent électrique du ferromagnétisme, c'est-à-dire des aimants permanents. C'est-à-dire que c'est des matériaux, en fait, qui ont une polarisation qui subsiste en l'absence de différence de potentiel appliquée. Enfin, voilà, donc ça donne des hystérésis, un petit peu comme celle-là. Voilà. Donc effectivement, en l'absence du champ, on a toujours une polarisation. Alors, ensuite, on va utiliser un sous-effet de la ferroélectricité qu'on appelle la pyroélectricité. Alors la pyroélectricité, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des matériaux qui, en fait, quand on les chauffe ou qu'on les refroidit, vont donner lieu à des courants électriques. Alors, les matériaux ferroélectriques ont tous un effet pyroélectrique. Certains ont un effet pyroélectrique particulièrement important, et en fait, c'est sur ces matériaux-là qu'on s'est penché. Avec les mains, en fait, c'est des matériaux qui se comportent comme des supercondensateurs, et leur caractère, leur propension à se comporter comme un condensateur est très fortement modulée par la température à laquelle ils sont soumis, au voisinage de certaines températures critiques, qui sont des températures de transition solide-solide. Voilà. Alors, donc cet effet est connu depuis le XVIIIe siècle. Dans les années 80, des gens se sont dit qu'on pouvait peut-être envisager d'utiliser ce procédé-là pour fabriquer de l'électricité. Et donc on a inventé un cycle qui s'appelle le cycle de Olsen, du nom de son inventeur. Voilà, donc
Le principe, en fait, c'est un cycle thermodynamique, mais qui n'est pas, qui ne repose pas sur des variations de température ou de pression, mais sur des variations de température et de différence de potentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une augmentation du champ appliqué, donc une augmentation de la différence de potentiel. Ensuite, on augmente la température, on baisse le champ, on augmente la température, voilà. Et ensuite, on fait un cycle. Et en fait, on peut démontrer que l'aire de ce cycle est équivalent à un travail électrique. Il suffit de répéter ce travail un certain nombre de fois par seconde et on obtient une puissance électrique. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Voilà. Alors, ça, c'est la façon... si vous faites des recherches bibliographiques, vous tomberez sur des articles qui mettent en œuvre ce type de principe. Donc on a un piston ici. Ce piston va faire osciller un fluide caloporteur qui va échanger de la température avec un élément chaud et un élément froid, qui peuvent être un échangeur extérieur. Donc ce fluide caloporteur en fait, va venir échanger de la chaleur avec un élément, ici, un élément donc, ferroélectrique. Cet élément ferroélectrique en fait, est recouvert d'électrodes et est connecté à des générateurs de tension avec des commutations de tension haute tension et basse tension. Voilà. Ensuite, on a un circuit électrique extérieur que j'ai juste représenté ici par la forme d'une résistance, mais qui est un peu plus complexe que ça. Voilà, donc ensuite on met ça en mouvement et on commute la tension. Et en fait, en faisant ça, on fait des oscillations de température et de champ. Et ça donne le cycle de Olsen qui crée du courant électrique. Donc voilà, donc je vous ai montré une photo issue d'un article récent. Alors l'intérêt de ça, c'est que en fait, en théorie, on obtient des rendements très élevés. La théorie dit 55% de Carnot. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est confirmé par expérience. Donc voilà. Le problème, c'est plus sa mise en œuvre. Ça, en fait, ça fait peut-être 20 cm. On a du mal à envisager un truc comme ça pour donner des puissances électriques industrielles. Il y a des gros problèmes techniques au niveau ici de la commutation de température. Beaucoup de problèmes aussi au niveau de la commutation de tension. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, en fait, on allait essayer d'utiliser la même physique, mais en renversant le problème. C'est-à-dire que là, en fait, on a un matériau ferroélectrique qui est fixe, et on va faire varier les conditions autour. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre un chemin dans lequel ces conditions varient, et en fait, on va faire transiter le matériau à travers ce chemin. Voilà. Alors, c'est ça l'idée. Donc, on a des zones froides et des zones chaudes, voilà, en rouge. Donc ces zones froides et ces zones chaudes, en fait, sont créées par des échanges thermiques à l'intérieur d'un échangeur à plaques. Et à l'intérieur de ces plaques, en fait, on va appliquer des champs électriques qui peuvent être des champs faibles ou des champs forts. Voilà. Et donc, en fait, il suffit de faire transiter le matériau ferroélectrique à travers ce chemin. Et en fait, on décrit également le cycle de Olsen. Alors la difficulté, c'est d'avoir un matériau qui soit à la fois ferroélectrique et qu'on puisse faire transiter. Alors, la meilleure façon de faire transiter un matériau, c'est de le pomper. Donc, voilà. Donc il faut un matériau qui ait à la fois des propriétés de solide et des propriétés de liquide. Alors ça existe. Ça s'appelle des suspensions colloïdales. Alors, les suspensions colloïdales, c'est un grand mot. Juste pour dire que ce sont des nanoparticules qui sont mises en suspension dans un fluide qui est un fluide diélectrique. Donc l'intérêt, c'est que c'est un process qui est très simple. L'inconvénient, c'est que c'est complètement nouveau, et donc il faut complètement concevoir la chose, en commençant justement par ces fameuses suspensions colloïdales. Voilà. Alors ça a donné lieu à un premier prototype, qui est juste un premier prototype, qui se trouve dans mon laboratoire, donc c'est un laboratoire des mines, qui physiquement se trouve en fait à l'ENSTA. On a un laboratoire commun entre les mines et l'ENSTA. Voilà, donc ça prend la forme d'un empilement de
d'électrodes en alliage d'aluminium et de micro-canaux gravés dans des plaques de polymère. Donc ensuite, tout ça est assemblé avec des entrées d'eau chaude, des entrées d'eau froide. Bon, alors juste pour information, la partie connectique est très très largement surdimensionnée. C'était juste pour avoir quelque chose de réalisable au niveau des laboratoires. Et ensuite, il y a une partie de contact électrique. Bon, là, il y a juste les fils, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Voilà, alors donc voilà pour la technologie, on pourrait y revenir si vous voulez. Alors les marchés, le marché est absolument considérable quand on le prend de manière générale. Alors ça c'est un diagramme américain en fait qui représente sur la gauche toutes les sources d'énergie primaires, hein, donc que ce soit le pétrole, le gaz naturel, le solaire. Ensuite avec tous les différents postes de consommation. Et ensuite on regarde qu'est-ce qui est réellement utilisé et qu'est-ce qui est rejeté. Donc on s'aperçoit que l'essentiel en fait est rejeté, hein, c'est à peu près 60%. Et en fait l'essentiel, donc les 2/3 de ces rejets sont en fait des rejets thermiques à basse température. Basse température, c'est-à-dire en dessous de 130 degrés. Donc ça fait un marché qui est absolument considérable, hein, si on le prend d'un point de vue mondial. Bon, ensuite il faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors donc moi au départ je venais du raffinage, hein, donc mon angle d'attaque c'était plutôt les gros systèmes industriels. Donc qui ont en fait des efficacités thermiques réelles qui sont très faibles, hein, de l'ordre de 5 à 10% pour une usine une usine pétrochimique. Au-delà de ça, il y a également toute la production d'électricité, donc 96% de la production d'électricité anthropique, hein, et thermique à la base, donc que ce soit des combustibles fossiles ou nucléaires. Voilà, donc ensuite avec le problème d'avoir des très grosses installations, hein, donc le problème du gigantisme. Il y a également un autre marché industriel qui, lui, est en plein essor, c'est tout ce qui est les rejets thermiques des data centers, qui représentent déjà 4% de la production électrique mondiale, et c'est en augmentation constante. Plus on veut avoir un Internet rapide, plus on a besoin de fréquences élevées, et qui dit fréquence élevée dit perte par effet Joule élevée également. Voilà, et avec la caractéristique également d'avoir des rejets à relativement basse température, hein, c'est-à-dire pour refroidir des semi-conducteurs, on a une source chaude qui est entre 50 et 60 degrés maximum. Voilà. Donc ça, c'est des marchés existants, mais parfois avec des barrières à l'entrée au niveau de la capacité à faire mais de la volonté de faire de l'innovation qui est un petit peu limitée, notamment au niveau de l'industrie de process traditionnelle. Alors ensuite, il y a les énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, il y a des choses qui existent réellement et des choses qui sont plus en devenir. Alors dans les choses qui sont en devenir, il y a tout ce qui est géothermie, hein. Donc la géothermie, il y a des boucles de réchauffage urbain, mais pour la production d'électricité, c'est encore balbutiant. Il y a le solaire thermique. Alors le solaire thermique, c'est quelque chose qui n'existe pas trop chez nous, mais dans certains pays, notamment en Chine, il y a des installations comme celle-là sur quasiment tous les immeubles pour fabriquer de l'eau chaude sanitaire, avec des installations qui sont généralement largement surdimensionnées, c'est-à-dire qu'il y a une puissance thermique en fait, qui n'est pas utilisée et qui pourrait être utilisée notamment pour fabriquer de l'électricité. Alors un autre marché qui lui est plus en devenir aussi, c'est le photovoltaïque. Alors dans le photovoltaïque, en fait, ça convertit de la lumière en électricité. Par contre, ça ne convertit pas les infrarouges. Et donc du coup, ça chauffe énormément. Et c'est un frein à l'utilisation des panneaux solaires, notamment dans les zones désertiques. Voilà. Donc pour avoir des fermes de panneaux solaires dans le Sahara, par exemple, pour avoir une bonne efficacité, on est obligé de les refroidir, les panneaux solaires, avec des serpentins d'eau. Hein. Donc déjà, il faut trouver de l'eau. Et ensuite, le problème, c'est que ça ne sert à rien, quoi, hein. Donc si on peut en plus générer un peu d'électricité avec ça, ce ne serait pas plus bête, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les marchés accessibles facilement. Ensuite, il y a les systèmes embarqués. Alors il faut savoir que 90% des machines thermiques existantes sur Terre sont en fait les moteurs des voitures particulières. Sauf que les moteurs des voitures particulières, c'est un marché de masse avec des contraintes
de volume, de poids et de coûts qui sont absolument drastiques. Mais on peut attaquer les marchés des systèmes embarqués par des véhicules n'ayant pas ces contraintes-là, enfin moins ces contraintes-là, notamment les gros navires, dans les navires de guerre, ou en moindre mesure les camions. Bon, alors je vais très très vite sur les marchés, hein. Vous pourrez me poser des questions par la suite. Alors, le positionnement de la technologie vis-à-vis de ses concurrents. Alors, bon, le plus simple, si on a une source chaude et qu'on veut faire de l'électricité, c'est de faire un cycle de Rankine à la vapeur. Donc ça, c'est éprouvé, ça marche très très bien. C'est de loin le plus utilisé. Le problème, c'est que ça marche réellement bien quand on a une source chaude réellement chaude. Donc à partir de 250 degrés et même plus haut. Quand on baisse en température, on a les cycles de Rankine organiques, donc on change le fluide, un fluide qui bout à température inférieure. Et ça, donc, ça se traduit par une perte de rendement, mais ça permet d'atteindre des gammes de température plus faibles. On est vraiment embêté à partir du moment où on baisse en dessous de 150 degrés. Là, la faisabilité économique est un petit peu remise en question. Et dès lors qu'on est en dessous de 100 degrés, ça commence à devenir vraiment problématique en termes de température de la source chaude. Alors vous avez certainement entendu parler de thermoélectricité. Alors la thermoélectricité, ça fait à peu près la même chose, ça convertit de la chaleur en électricité, mais c'est un principe physique qui n'a absolument rien à voir. Alors la thermoélectricité, ça marche très bien réellement pour des températures d'utilisation assez... Oula, ça marche plus. Bon, tant pis. Pour des températures d'utilisation assez élevées, avec des forts flux. Et quand on regarde en fait les coûts en fait réels, ils sont très très élevés. Vous en avez un autre ? Voilà. Ensuite, il y a d'autres, il y a plein d'autres principes, mais qui sont vraiment du domaine de la R&D avec des coûts absolument démentiels. Enfin, plus que de la R&D, disons de la recherche prospective. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de concevoir un système qui attaque le marché des basses températures, donc la chaleur fatale, entre 50 et 150 degrés, avec un rendement qui soit effectivement plus faible, mais qui ne soit pas non plus ridicule, sur une gamme de puissance allant de 100 watts à 1 mégawatt au maximum, donc on est vraiment sur de la moyenne puissance, tout en ayant un coût qui nous permette d'atteindre le marché, quoi. Voilà. Donc alors, ensuite, on peut positionner la techno sur plein d'axes. J'en ai ici retenu deux, donc la température d'utilisation et le coût d'installation. Donc là, j'ai mis donc, les deux technos qui sont actuellement matures industriellement. Donc la thermoélectricité, voilà. La pyroélectricité conventionnelle, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré avec le petit cylindre là, et le piston. Donc, c'est très haut en coût. Voilà, nous, ce qu'on espère, en fait, c'est arriver là. Donc, en fait, au-dessus de 150 degrés, en fait, la chaleur a un coût. En dessous, on est dans le domaine de la chaleur fatale. Au-dessus d'à peu près, alors ça dépend des pays, mais c'est à peu près entre 2 et 4 000 euros du kilowatt. En fait, on n'est pas économique, c'est-à-dire qu'on a des retours sur investissement qui ne sont pas compatibles avec les exigences du marché, quoi. Voilà. Bon, alors les atouts, donc ça attaque la faible température, large plage d'utilisation, un encombrement qui reste maîtrisable avec une densité énergétique potentielle de 25 kW par mètre cube. L'intérêt, c'est que c'est très modulaire, ça peut s'appliquer à différentes géométries. C'est une énergie propre, donc qui ne consomme pas d'énergie fossile. Voilà, et ça peut s'adapter également en rétrofit à un grand nombre de machines thermiques existantes. En fait, il suffit de remplacer un des échangeurs. Voilà. Bon, alors le temps passe, donc en quelques mots, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait dans le projet ANR. Voilà, donc le projet ANR, c'était la phase 1 du projet, vraiment orienté sur des recherches amont. La phase 2, l'objectif, c'est de mettre au point, à partir de ces premiers travaux, des premières unités pilotes industrielles. Et ensuite, une phase 3 d'industrialisation progressive. Voilà.
Donc c'était un projet de 3 ans avec un budget d'1,8 million à peu près. Où on retrouvait différents laboratoires, donc des laboratoires ici, essentiellement de l'école des mines, qui travaillaient sur des nanoparticules oxydes, donc la chimie inorganique. Également un volet de chimie organique, pourquoi? Parce qu'il y a également des polymères en fait, ferroélectriques, donc qui ont des propriétés nettement moindres en termes de constante pyroélectrique. Par contre, un coût de fabrication qui a rien à voir, hein, qui est divisé par un facteur 100 ou 1000. Ensuite, beaucoup de caractérisation, hein, de propriétés physiques, que ce soit sur des matériaux solides, donc sur les nanoparticules, ou sur les suspensions colloïdales. Et ensuite, un aspect modélisation et industrialisation. Bon, on va passer ça. Donc voilà, donc ça c'est quelques photos de nanoparticules oxydes qui ont été réalisées dans notre laboratoire. Des nanoparticules ici polymères, avec des nanophiles notamment. Voilà, de la caractérisation diélectrique, hein, ici en spectrométrie d'impédance, ou en spectrométrie de perte d'énergie sur un microscope électronique à transmission. Donc un aspect prototypage, donc ça c'est ce qui est dans mon laboratoire à l'ENSTA. Donc ça c'est un banc de test en fait, que j'ai réalisé pour faire toutes les mesures dont j'avais besoin sur mes suspensions. Et on retrouve ici le petit module environné. Donc voilà, donc des mesures électriques, hein, faites sur des suspensions. Et tout un aspect de modélisation CFD pour optimiser en fait le rendement de la partie échangeur. Voilà. Alors, pour reconduire la seconde phase du projet, j'ai créé une start-up, hein, qui pour l'instant est essentiellement de la love money, avec pour l'instant juste un brevet de principe publié en 2009. Donc l'essentiel de l'API pour l'instant est confidentiel. Alors, les objectifs, c'est de passer de ça, hein, à ça, c'est-à-dire un module d'une puissance électrique pertinente. Alors, la puissance électrique pertinente, d'après moi, c'est entre 1 et 10 kW électriques. Mais surtout, l'intérêt, c'est que ce soit produit avec des méthodes de fabrication industriellement réalisables, c'est-à-dire avec des coûts compatibles avec la cible que je me suis donnée. Donc ça suppose en fait de supprimer une grande partie en fait de la main d'œuvre, parce que c'est ça qui coûte cher. Hein. En fait, ça veut dire d'automatiser une grande partie de la fabrication de la suspension colloïdale, qui pour l'instant est faite en batch, sur des petits volumes. Et d'autre part, en fait, de réaliser ensuite des échangeurs ici qui est à la fois des diamètres hydrauliques très faibles et des coûts de fabrication, bas. Alors voilà, donc ça suppose, voilà tout ce que j'ai dit, hein, le scale-up de la synthèse, continuer à faire de la R&D sur la suspension, parce qu'il ne faut pas croire qu'en 3 ans on a fait le tour de la question. Même si on a mis au point des solutions colloïdales qui sont satisfaisantes du point de vue de l'application, il y a certainement beaucoup de marge d'amélioration à faire encore. Alors sur la partie échangeur, en fait, on veut passer un cap technologique. En fait, là, on est en train de parler de plaques. Mais à vrai dire, les plaques, on aimerait qu'elles soient encore plus fines que ça. Quand on passe en dessous, on ne peut plus vraiment appeler ça des plaques, on appelle ça des films. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver de mettre au point une technique de réalisation d'échangeurs ici, qui soit fait par empilement de films. Voilà. Donc on a ça très bien en tête de ce qu'on veut faire. Le problème, c'est que ça n'a pas encore été fait, donc il faut le tester. Hein. Donc ça repose aussi sur beaucoup de modélisation d'éléments finis. Une partie, bien sûr, plus d'industrialisation complète. Voilà, d'analyse de performance, contrôle commande. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on veut faire. Donc du scale-up en batch pour commencer, hein, histoire de diminuer les coûts en augmentant le volume
produit à chaque batch. Ensuite, du scale-up en continu, donc on travaille beaucoup avec mon collègue Jean-François là-dessus, ainsi que Khalil Delkebir. Puisque pour moi, c'est vraiment l'élément qui va permettre d'industrialiser des nanoparticules dans l'industrie. En fait, pour l'instant, les nanoparticules, c'est essentiellement un phénomène de R&D. Si on calcule les coûts de fabrication, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont absolument démentiels. La seule façon d'arriver à produire ça avec des coûts réalistes, c'est la fabrication en continu, micro-ondes. Il faut le développer. Ensuite, il faut changer de type de réalisation d'échangeurs. Voilà, et puis le reste, j'en ai déjà un peu parlé. Alors, j'ai terminé là-dessus, comment est-ce qu'on veut gagner de l'argent? Alors ça, c'est le déroulement d'un projet, en commençant par les préétudes, ingénierie de base, ingénierie de détail, pour terminer sur le decommissioning. Donc il y a un certain nombre d'entités qui interviennent. Donc d'abord des auditeurs qui vont venir donner des pistes d'amélioration énergétique à des clients industriels, des sociétés d'ingénierie, des fournisseurs de matériel et enfin des utilisateurs. Alors nous, on veut intervenir auprès d'auditeurs et de sociétés d'ingénierie en fournissant du conseil et des licences. On veut se focaliser sur les deux éléments clés du procédé qui sont très spécifiques, qui sont d'une part les échangeurs et d'autre part la solution colloïdale, et travailler en partenariat avec d'autres industriels pour faire tout le reste. Voilà. Et au niveau des utilisateurs, en fait, on serait le fournisseur de la suspension. Voilà, donc je vous ai dressé un panorama très rapide de mon projet. Donc j'imagine, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les poser maintenant, soit au moment de la pause. Je répondrai donc merci bien. Y a-t-il des questions ? J'en ai une déjà pratique. Vous avez regardé un petit peu le vieillissement de votre système, enfin que ce soit peut-être la solution colloïdale ou autre ? Alors autant que je sache, il n'y a pas réellement de raison pour laquelle les nanoparticules vont vieillir d'un point de vue chimique, puisqu'elles ont une stabilité chimique qui est assez remarquable. Ensuite, il y a le vieillissement des propriétés pyroélectriques en elles-mêmes. Donc là, il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits là-dessus. Alors, ce qui est difficile à dire, c'est que l'essentiel de ces travaux ont porté sur des matériaux massifs et sont essentiellement dus en fait, au défaut au niveau des joints de grains. Nous, on n'a pas de joints de grains en fait, puisque nos nanoparticules sont monocristallines. Donc a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème de vieillissement. Maintenant, est-ce que ça a été testé ? Non, puisqu'on n'a pas encore eu la capacité de le faire, quoi. Oui, j'ai deux questions. Toujours sur le vieillissement, le matériau ne vieillit pas, mais la suspension peut vieillir au sens des particules s'agréger. C'est souvent d'ailleurs des problèmes quand on parle de nanofluides pour, par exemple, les propriétés thermiques. Et donc, est-ce que vous avez regardé cet aspect ? Et puis, deuxième question, sur un diagramme où vous positionnez le coût, je crois, par kilowatt-heure, vous indiquez des valeurs 10 fois plus faibles que pour la thermoélectricité. C'est des coûts visés en fonction d'une certaine base de production ou ce sont des coûts à petite échelle? Enfin, comment vous positionnez ça? Donc le problème d'agrégation, donc ça c'est un problème très important. C'est le problème de la stabilité colloïdale. Donc en fait c'est un des critères déjà du fonctionnement du procédé. En fait, à partir du moment où une suspension est stable, avec la bonne taille de particules, elle le restera pendant très 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 longtemps. Bon, ça se démontre. Donc voilà, a priori, à partir du moment où la suspension est stable et les solutions qu'on a sont stables, il n'y a aucune raison qu'elles soient déstabilisées. Elles peuvent être déstabilisées par des forces des forces d'accélération très élevées. Mais il faut pas loin de 4000 G. Donc bon,
faudrait qu'à l'intérieur de l'échangeur, on atteigne 4000 G. On est très 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 loin du compte. Voilà. Donc, oui, mais il y a des interactions avec les matériaux, par exemple, du système, avec des questions de potentiels zeta qui peuvent ouais, mais pas varier vraiment. selon les Non. oxydes qu'ils développent. Ouais, non, mais alors non, pas réellement en fait. Au niveau, vous voulez dire de dépôt sur les, ouais. Alors donc ça, donc des dépôts sur les surfaces, donc on n'a pas pu mettre ça en évidence. Par contre, ce qu'on veut éviter justement dans le design de l'échangeur, c'est d'avoir des zones mortes. Où potentiellement des particules pourraient venir se déposer, quoi. Voilà. Donc voilà, il suffit de concevoir la chose intelligemment et on peut éviter ce problème-là. La deuxième question, c'était... Le coût par kilowatt. Ouais. Alors, à vrai dire, à partir du... on peut vraiment voir l'échangeur, en fait. L'échangeur, en fait, il est plein de petits canaux. Hein, donc, en fait, c'est plein de petits échangeurs, en fait, connectés les uns avec les autres. Donc, c'est pas tellement la taille, en fait, qui va faire le coup. Donc, qu'on soit avec des petites unités, petites, ou des grosses unités, ça va juste changer le volume d'échangeurs, mais ça ne va pas fondamentalement changer le coût par unité de puissance. Et donc normalement avec cette gamme de coûts, on pourrait faire des unités de taille significative. Alors je mentionnais 1 à 10 kW. Bon, potentiellement on pourrait aller jusqu'à 1 MW, hein, mais par le calcul, bon, ensuite faut commencer de façon réaliste, quoi. Moi, j'ai une question sur le business model. Vous courez 2 sujets à la fois, si je comprends bien. Être fournisseur de la suspension colloïdale. Oui. Et deuxièmement, être fournisseur de films qui sont en cours de développement, si je comprends bien, et qui ne sont pas aussi avancés que la suspension colloïdale. Est-ce que c'est vraiment protégeable, ça? En d'autres termes, quel est le risque que finalement votre suspension colloïdale, il y a un gugus qui fasse la même pour 4 fois moins cher, et puis vous vous retrouvez avec rien. Est-ce que c'est protégeable? Je ne sais pas. L'API marche là-dessus? Alors, l'API marche bien sur 2 choses. L'API marche sur des systèmes. Donc sur la partie échangeur, là, c'est assez protégeable. Mais vous avez tout à fait raison, les matériaux ne sont pas protégeables en tant que tels. Alors, ce qui est protégeable, c'est une formule chimique. Donc, par exemple, un principe actif d'un médicament, ça, c'est protégeable. On est ici dans une communauté de gens qui connaissent les matériaux. Vous savez bien que l'essentiel des propriétés des matériaux sont liés au process de fabrication plus qu'à la formule chimique. Et alors ça, effectivement, ça se protège très très mal. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut écrire un brevet, mais on aura beaucoup de mal à le défendre. Et par contre, on donne les clés de fabrication aux autres. Donc effectivement, sur la partie suspension colloïdale, on n'a pas d'autre alternative que de garder ça secret, en espérant d'être copié pas trop vite. Voilà. Merci, merci beaucoup. On va passer maintenant à la dernière présentation.